UE 2.11 S1 Pharmacologie et thérapeutique, pharmacologie des antalgiques. La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel. Pour lutter contre la douleur, on définit deux types de médicaments. Tout d'abord, les médicaments antalgiques, qui sont des médicaments qui ont pour rôle de diminuer la douleur, par exemple le paracétamol ou l'aspirine. Et d'autre part, les médicaments analgésiques, qui sont des médicaments qui ont pour rôle la suppression de la sensibilité à la douleur, comme par exemple les opiacés. La douleur aiguë est un symptôme qui a un rôle de signal d'alarme pour informer l'organisme d'une lésion tissulaire. On distingue classiquement trois types de douleurs: les douleurs par excès de nociception, les douleurs neuropathiques et les douleurs psychogènes. Les douleurs par excès de nociception sont des douleurs aiguës consécutives à une lésion tissulaire. La lésion tissulaire doit être traitée et si ce traitement n'est pas suffisant pour supprimer la douleur, on a recours aux antalgiques. Des anesthésiques locaux peuvent aussi être utilisés avant le geste en traitement préventif dans le cas particulier de la douleur provoquée par les soins. Un exemple d'anesthésique pouvant être utilisé dans ce cadre est le Méopa, qui sera traité en fin de cours. Les douleurs neuropathiques, quant à elles, peuvent être aiguës ou chroniques et résultent d'une lésion nerveuse. Généralement, ce type de douleur répond mal aux antalgiques. Elles sont donc traitées par certains antiépileptiques. Ces médicaments seront abordés l'an prochain dans le cadre de l'UE 2.11 S3. Elles peuvent être aussi traitées par des antidépresseurs, des médicaments qui seront donc traités en troisième année dans le cadre de l'UE 2.11 S5. Enfin, les douleurs psychogènes sont des douleurs qui n'ont aucune cause apparente et qui ont souvent une composante psychologique importante. Elles sont donc prises en charge par la psychothérapie. Les douleurs chroniques sont souvent complexes à traiter. On met souvent en place un traitement de fond qui repose sur l'administration de formes à libération prolongée d'antalgiques. En parallèle, le traitement des accès douloureux paroxystiques, qui correspondent à l'exacerbation d'une douleur chronique, repose sur l'utilisation de formes à libération immédiate d'antalgiques administrées en plus du traitement de fond. Ce sont les interdoses. L'adaptation de la dose individuellement pour chaque patient jusqu'à ce qu'on obtienne la posologie optimale, c'est-à-dire la dose qui permette de garantir au patient la meilleure efficacité avec le moins d'effets indésirables, est appelée titration. L'évaluation de l'intensité de la douleur est essentielle pour adapter le traitement. Pour cela, il existe différents outils. Un exemple de ces outils est l'échelle visuelle analogique ou EVA. Il s'agit d'une échelle d'auto-évaluation qui permet au patient de déterminer lui-même l'intensité de la douleur ressentie. La position du curseur est établie par le patient entre deux extrêmes, pas de douleur et douleur maximale imaginable. Sur l'autre face de l'échelle, visible par le soignant, une graduation de 0 à 10 permet de quantifier l'intensité de la douleur. Un deuxième exemple est l'échelle des visages. Il s'agit d'une échelle d'auto-évaluation adaptée à la pédiatrie. L'enfant va choisir le visage qui correspond le mieux à la douleur ressentie. Il existe plusieurs classifications des antalgiques, la plus répandue étant celle de l'Organisation mondiale de la santé. Cette classification suit trois paliers
et reposent sur l'intensité de la douleur à traiter. Les antalgiques de palier 1, c'est-à-dire les antalgiques non opiacés, comme les AINS, l'aspirine ou le paracétamol, sont indiqués dans le traitement symptomatique des douleurs légères à modérées. Les antalgiques de palier 2 correspondent aux antalgiques opiacés faibles, comme la codéine ou le tramadol, et sont indiqués dans le traitement symptomatique des douleurs d'intensité modérée à intense ou en cas d'échec des antalgiques de palier 1. Ils sont utilisés seuls ou en association avec des antalgiques de palier 1. Enfin, les antalgiques de palier 3 ou antalgiques opiacés forts, comme la morphine, la pétidine, le fentanyl ou l'oxycodone, sont indiqués dans le traitement symptomatique des douleurs intenses ou en cas d'échec des antalgiques de palier 2. Le choix du palier 1, 2 ou 3 sera adapté à l'intensité de la douleur. Parmi les antalgiques de palier 1, on trouve l'aspirine, les AINS et le paracétamol. L'aspirine et les AINS ont des propriétés antalgiques et antipyrétiques à faible dose, alors que la dose anti-inflammatoire est beaucoup plus élevée. Ces médicaments sont traités dans le cours Pharmacologie des médicaments anti-inflammatoires. Le paracétamol est un antalgique et un antipyrétique efficace, mais il ne possède pas de propriétés anti-inflammatoires, à la différence des AINS et de l'aspirine. Bien qu'il s'agisse d'un médicament ancien et très couramment utilisé, son mécanisme d'action complet reste aujourd'hui encore inconnu. Il est disponible sans prescription médicale et commercialisé sous de nombreuses formes: comprimés, comprimés effervescents, poudre pour solution buvable, suppositoire, lyophilisa ou solution pour perfusion intraveineuse. Le paracétamol est fréquemment associé aux antalgiques de palier 2. Le paracétamol est peu toxique et bien toléré à la dose de 1 à 4 grammes par jour par voie orale chez l'adulte. Malheureusement, le surdosage en paracétamol arrive fréquemment car ce médicament est l'un des plus utilisés en automédication. L'intoxication au paracétamol peut avoir des conséquences sévères. Lorsque la dose de paracétamol ingérée est massive, 10 grammes chez l'adulte, 150 mg par kilo chez l'enfant, une importante cytolyse hépatique, c'est-à-dire une destruction progressive des cellules du foie, apparaît, pouvant conduire au décès du patient. Il existe un antidote, la N-acétylcystéine, qui doit être administrée par voie intraveineuse ou par voie orale aussi rapidement que possible. Pour éviter l'intoxication, il est recommandé de ne pas associer les spécialités contenant du paracétamol. Par exemple, éviter l'association Actifed et Lamaline qui contiennent respectivement 500 mg et 300 mg de paracétamol. Il est également recommandé de ne pas dépasser la dose maximale journalière de 4 g par jour chez l'adulte et de 60 mg par kilo et par jour chez l'enfant, et d'espacer les prises de paracétamol d'au moins 6 heures. Les antalgiques du palier 2 sont des antalgiques opiacés faibles, c'est-à-dire qu'ils ont une structure chimique et un mécanisme d'action proche de celui de la morphine, mais qu'ils sont beaucoup moins puissants que celle-ci. Il en existe deux, la codéine et le tramadol. Ils sont souvent associés à d'autres substances, notamment des antalgiques du palier 1, comme le paracétamol. Par exemple, le codoliprane est une association de paracétamol 500 mg et de codéine 30 mg. Ils sont administrés principalement par voie orale sous différentes formes galéniques, notamment des formes orales à libération immédiate, des formes orales à libération prolongée et sous forme injectable pour le tramadol. Les antalgiques du palier 3,
qui sont les antalgiques opiacés forts, sont les antalgiques les plus puissants. On retrouve dans ce groupe la morphine, une substance extraite d'une plante, le pavot, qui sert de base à l'élaboration des autres antalgiques opiacés qui ont des structures chimiques très proches. Pour atténuer le message douloureux, l'organisme synthétise des peptides opiacés endogènes, les endorphines, les encéphalines et les dynorphines. Ces substances se fixent sur un récepteur particulier appelé récepteur aux opiacés. Les antalgiques opiacés miment l'action de ces peptides opiacés endogènes en se fixant sur le récepteur aux opiacés pour déclencher un effet analgésique. Les antalgiques opiacés forts possèdent trois grandes propriétés pharmacologiques. Des propriétés analgésiques, c'est le principal effet des opiacés forts en thérapeutique, des propriétés euphorisantes et des propriétés sédatives. Typiquement, l'action des antalgiques opiacés forts va de pair avec une somnolence et un obscurcissement de l'état de conscience. La grande majorité des opiacés forts sont donc utilisés comme antalgiques dans les douleurs constantes et importantes rebelles aux antalgiques de niveau plus faible. En fonction de leurs indications, les antalgiques opiacés forts peuvent être administrés sous différentes voies d'administration. La plus courante est la voie orale. En effet, il existe des formes orales d'opiacés à libération immédiate ou à libération prolongée. Ces dernières permettent une libération plus lente du médicament et donc un niveau d'analgésie plus long et plus stable. Ces médicaments peuvent être aussi administrés par voie transdermique. En effet, si des troubles fonctionnels digestifs empêchent l'utilisation de la voie orale, des dispositifs transdermiques peuvent être utilisés. Cette voie d'administration présente l'avantage d'éviter l'effet de premier passage hépatique, souvent important par voie orale avec les opiacés, et permet d'obtenir des concentrations sanguines stables de médicaments et un meilleur contrôle de la douleur en évitant de recourir aux injections parentérales itératives. Bien entendu, les antalgiques opiacés forts peuvent être administrés par voie parentérale. La méthode la plus largement utilisée est la PCA, qui signifie analgésie contrôlée par le patient. C'est une méthode où le patient commande un dispositif de perfusion parentérale en appuyant sur un bouton pour délivrer une dose préprogrammée de l'opiacé souhaité. Enfin, la voie buccale transmuqueuse peut également être utilisée. Les antalgiques opiacés forts sont disponibles sous forme de sucettes montées sur un bâtonnet. Ce dispositif doit être placé sur la face interne de la joue et le patient doit laisser fondre le produit au contact de la muqueuse sans le sucer, le mâcher ou le croquer. Les opiacés forts présentent de nombreux effets indésirables qui résultent soit de leur mécanisme d'action, soit du risque de dépendance qu'ils induisent, soit d'un usage détourné. Parmi les effets indésirables résultant du mécanisme d'action des opiacés, on retrouve la dépression respiratoire qui correspond à une diminution du rythme et de l'amplitude de la respiration. Cet effet indésirable est dose dépendant. Les opiacés entraînent également un effet antitussif, responsable d'un risque d'obstruction des voies aériennes par accumulation de sécrétions. Ils entraînent également un myosis, c'est-à-dire une contraction des pupilles, et des effets digestifs comme des nausées ou des vomissements et une constipation. La prescription d'un traitement antiémétique et d'un traitement laxatif est donc conseillée à l'instauration du traitement. Du fait de leur mécanisme d'action, les opiacés entraînent un effet de tolérance, c'est-à-dire un affaiblissement,
voire même un épuisement de la réponse aux médicaments au fur et à mesure que l'organisme y est confronté. Cet effet de tolérance apparaît en cas de traitement prolongé et nécessite d'augmenter les doses pour conserver le même effet. Plusieurs effets indésirables des opiacés résultent de leur potentiel de dépendance, en particulier la dépendance psychique et la dépendance physique. La dépendance psychique correspond au désir impérieux et incontrôlable de prise répétée du médicament afin d'obtenir des effets satisfaisants. Lorsque les opiacés sont prescrits correctement, la dépendance psychique est rare. La dépendance physique, quant à elle, se caractérise par une sensation de mal-être physique lorsque les effets du médicament disparaissent. Elle entraîne une nécessité de continuer à prendre le médicament pour éviter l'apparition d'un syndrome de sevrage. Là encore, il n'y a pas de dépendance physique lorsque les opiacés sont prescrits correctement aux doses thérapeutiques. Le syndrome de sevrage, enfin, correspond à l'ensemble des symptômes apparaissant chez un patient lorsqu'il a cessé de prendre le médicament. Les symptômes rencontrés sont de l'anxiété, des céphalées, des insomnies, une confusion, des hallucinations ou des crises convulsives. Enfin, plusieurs effets indésirables découlent des usages détournés des opiacés. En effet, certains opiacés sont largement utilisés par les toxicomanes. En cas de surdosage en opiacés, on observe fréquemment un coma et une dépression respiratoire. Le coma entraîné par un surdosage aux opiacés peut être traité par un antidote spécifique, la naloxone, qui est un antagoniste des récepteurs aux opiacés. Au cours d'un traitement par antalgique opiacé fort, une surveillance attentive de plusieurs paramètres est requise. Tout d'abord, l'intensité de la douleur doit régulièrement être évaluée à l'aide des différents outils d'évaluation de la douleur décrits. Cette évaluation de l'intensité de la douleur doit se faire surtout à l'instauration du traitement, quand la douleur n'est pas encore contrôlée. Cela permet d'évaluer régulièrement l'efficacité du traitement. Le nombre d'interdoses doit également être évalué afin d'adapter la posologie du traitement de fond si nécessaire. En effet, si les interdoses sont fréquentes, au-delà de 3 ou 4 par jour, c'est que la douleur est insuffisamment contrôlée et qu'il faut augmenter la posologie du traitement de fond. Le transit intestinal doit être surveillé et un traitement de la constipation, un laxatif, doit être mis en place. Il faut conseiller aux patients des mesures diététiques pour limiter la constipation. La consommation de fibres végétales, par exemple, ou de boire abondamment. Les nausées et vomissements doivent être surveillés afin de prescrire un traitement antiémétique si nécessaire. Un autre paramètre essentiel qui doit être monitoré avec soin est la fréquence respiratoire, qui doit être surveillée régulièrement afin de dépister le plus tôt possible les signes de dépression respiratoire caractéristiques d'un surdosage éventuel. Le patient doit être prévenu du risque de somnolence et du danger qu'il représente en cas de conduite. Enfin, la décroissance progressive des doses permet de limiter le risque de syndrome de sevrage. Les contre-indications des antalgiques opiacés forts doivent être respectées. En particulier, il ne faut pas prescrire d'antalgiques opiacés forts en cas d'insuffisance respiratoire chronique du fait de la dépression respiratoire qui peut être induite par les opiacés forts. Il faut éviter également de prescrire ces médicaments en cas d'insuffisance hépatique sévère, car les opiacés forts sont métabolisés principalement par le foie. En cas d'insuffisance rénale sévère, ces médicaments doivent être évités, car les opiacés forts sont excrétés principalement par voie rénale. Et enfin, il faut éviter de prescrire des antalgiques opiacés forts au cours de la grossesse
et de l'allaitement. Les opiacés forts ne doivent pas être associés avec des inducteurs des cytochromes P450 comme la rifampicine ou les antiépileptiques, car il y a un risque accru de diminution d'efficacité des antalgiques opiacés par augmentation de leur métabolisme. Il faut également éviter d'associer des opiacés forts avec de l'alcool ou des médicaments sédatifs du fait du risque de potentialisation de l'effet sédatif. Enfin, les opiacés forts doivent être évités lors d'une prescription par des benzodiazépines car elles majorent le risque de dépression respiratoire. Du fait du potentiel d'abus, les règles de prescription des antalgiques opiacés sont extrêmement strictes. Ces médicaments sont classés comme stupéfiants. La prescription d'opiacés forts doit obligatoirement être rédigée de façon lisible sur une ordonnance sécurisée répondant à des spécifications techniques précises. En effet, il s'agit d'un papier filigrané blanc naturel, sans azurant optique, avec des mentions préimprimées en bleu, une numérotation de lot et un carré en microlettres en bas à droite de l'ordonnance. Seuls des éditeurs agréés par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, sont autorisés à les fabriquer. La prescription doit comporter l'identification complète du prescripteur, son nom, sa qualification, son numéro d'identification, le nom et le prénom du patient, éventuellement son âge, son sexe, son poids et sa taille, la date de rédaction de l'ordonnance et la signature du prescripteur. Pour une prescription de médicaments opiacés forts, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la dénomination commune internationale du principe actif, le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises, le dosage et la forme pharmaceutique du principe actif. Il peut également être utile de mentionner les modalités pratiques de prise, par exemple si le médicament doit être pris à jeun ou au cours d'un repas. Enfin, la durée de prescription des antalgiques opiacés est limitée. Il est interdit de prescrire ces médicaments pour un traitement d'une durée supérieure à 28 jours. Cette durée peut être réduite pour certains médicaments à 7 ou à 14 jours. Tous les opiacés traversent la barrière placentaire et atteignent le fœtus. Il existe donc un risque de dépendance du fœtus dans l'utérus en cas de prise chronique d'opiacés pendant la grossesse. Chez les femmes enceintes qui utilisent de façon chronique des opiacés, le nouveau-né peut manifester des symptômes de sevrage et une dépression respiratoire à la naissance. En conséquence, les opiacés sont contre-indiqués au cours de la grossesse. L'allaitement est également contre-indiqué car tous les opiacés diffusent dans le lait maternel. En revanche, le paracétamol peut être prescrit pendant toute la grossesse. Comme indiqué au début du cours, certains médicaments peuvent être utilisés pour prévenir la douleur induite par les soins. Un exemple est le Méopa. Le Méopa est un mélange gazeux à concentration fixe. Méopa signifie mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Le Méopa n'est pas considéré comme antalgique dans la classification de l'OMS, mais il possède des propriétés anxiolytiques, c'est-à-dire qu'il diminue l'anxiété liée aux soins, et des propriétés analgésiques. Il est donc utilisé principalement en pédiatrie pour les actes douloureux de courte durée, comme une ponction lombaire, un myélogramme ou des pansements chez les brûlés par exemple. L'administration de Méopa ne peut être pratiquée que par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique et dont les connaissances sont réévaluées périodiquement. L'administration se fait au moyen d'un masque facial
par auto-administration par le patient. Le patient tient lui-même le masque et respire normalement. L'administration ne doit jamais excéder 60 minutes. On considère généralement que l'antalgie est obtenue après 3 minutes d'inhalation du mélange gazeux. L'inhalation du méopa doit absolument être arrêtée si le contact verbal avec le patient est interrompu. En conclusion, le paracétamol, antalgique de palier 1, est l'antalgique de première intention. Il présente l'intérêt d'avoir des propriétés antalgiques et antipyrétiques avec peu d'effets indésirables à dose thérapeutique. Les antalgiques opiacés forts, antalgiques de palier 3, ont un effet antalgique puissant, mais en conséquence sont responsables de nombreux effets indésirables, dont le plus redouté est la dépression respiratoire. Du fait de leurs usages détournés et des abus, ces médicaments font l'objet de règles de prescription très strictes.